Voilà donc cette troisième table ronde de notre journée d'échange qui avait pour thème général vers une nouvelle alliance des territoires urbains, périurbains et ruraux, expérimenter, dialoguer, agir ensemble. On va voir maintenant comment imaginer les interdépendances de demain. Ce matin, en ouverture de notre colloque, Johanna Roland nous disait qu'il fallait passer de l'expérimentation au changement de modèle. Alors, comment se crée cette culture de la coopération? On évoquait les contrats de réciprocité à partir des deux contrats qui aujourd'hui sont en action, il y en a en projet. Comment on passe d'actions ponctuelles à cette culture partagée? Jacques Lévy évoquait la métropolisation partagée. Quelle réalité derrière cela? Je vais inviter les intervenants de cette table ronde à nous rejoindre. Pierre Vels, économiste, Grand Prix de l'urbanisme 2017, qui introduira la table ronde. Voilà, Pierre Vels, si vous voulez bien nous rejoindre. Roselyne Bienvenue, qui est vice-présidente d'Angers-Loire Métropole, en charge des coopérations. Elle est aussi conseillère régionale des Pays de la Loire. Avec eux, je tourne mon papier, François Cuyandre, qui est le président de Brest Métropole. Et puis également Cécile Guillon-Crone, qui est responsable innovation filière chez Gaillance. C'est une filiale d'une grande coopérative agricole que vous connaissez, ou du moins vous connaissez les marques dont elle nous parlera tout à l'heure, Terrena. Et quand on parle de territoire, eh bien, tout votre rayon d'action, de production aussi, c'est ce grand territoire. Et j'invite également à nous rejoindre Philippe Retailleau, qui est maire délégué de Laméniane. Alors Laméniane, c'est dans le Maine-et-Loire, et c'est une commune d'Angers-Loire Métropole, la communauté urbaine. Mais c'est également une commune qui s'est regroupée en commune nouvelle il y a peu de temps. Comment vous aussi, vous vivez ces complémentarités de territoire. Voilà, mais avant de rentrer dans le débat, je vais donner la parole à Pierre Vels. Alors, métropole, territoire non métropolitain, quelle solidarité. Voilà, vous attrapez la télécommande. Comment organiser ces complémentarités, ces solidarités, et quelles sont-elles aujourd'hui? Bien, bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas parler du tout d'institutions, hein. Je crois qu'on en a parlé abondamment. Et on a dit qu'il fallait justement dépasser les frontières administratives. Hein. Voilà. Là, je crois qu'il y avait un propos inspirant de Nuremberg qui a donné des idées à plein d'acteurs publics des pôles métropolitains français. Absolument. Je vais faire peut-être 2 ou 3 remarques générales qui vont reprendre en partie ce qui a déjà été dit ce matin, donc ça me permettra d'aller très vite. Voilà. Et puis après, je dirai quelques mots sur un sujet dont on a finalement assez peu parlé, qui est l'industrie et les implications de la formidable mutation industrielle qu'on est en train de vivre dans ce pays comme dans d'autres. Alors, premier point, les remarques de base. Bon, il faut tordre le cou, je pense, à cette idée des deux France. Ça a été dit ce matin. Nadine Levrato l'a dit très bien à un moment donné. S'il y a une frontière entre les gagnants et les perdants, non pas de la mondialisation, comme on dit, mais enfin du nouveau monde qui est en train d'émerger, elle passe au sein des territoires, plutôt qu'entre les territoires. Hein. Il a été rappelé que la plupart des pauvres en ville la plupart des pauvres en France vivent dans les grandes villes, et parfois proche du cœur des grandes villes. Et inversement, on sait que dans les territoires peu denses, il y a des territoires qui sont en grande difficulté, mais il y a aussi des territoires qui se portent bien. Deuxièmement, le dynamisme économique, ça a été dit aussi par Nadine Levrato, je le rappelle, n'est pas l'apanage des métropoles. Vous connaissez ces chiffres. Quand on regarde sur la période 2008-2015, en évolution de l'emploi salarié privé, le champion de France, c'est la zone d'emploi de Vitré, hein, que vous connaissez. Mais il y a aussi d'autres territoires comme, on l'a évoqué au déjeuner tout à l'heure, Figeac, bien d'autres. Hein, et voilà. Ce ne sont pas des métropoles. Et ce ne sont pas des métropoles. Alors évidemment, c'est les taux de croissance qu'on regarde, et donc en volume absolu, ce n'est pas énorme, mais ça veut dire que c'est vrai qu'il y a une concentration en volume sur les métropoles. Mais ce sont des territoires qui n'existent qu'en relation avec les... et qui vivent en relation avec les métropoles, quoique Figeac... bien sûr, il y a des liens avec l'aéronautique, avec Toulouse, mais c'est quand même assez perdu, hein, on va dire. Hein, Figeac, c'est pas d'une accessibilité très très grande. Bon, c'est magnifique par ailleurs.
Voilà une carte de l'évolution de l'emploi sur une période que je ne peux pas bien voir d'ici, c'est 2008 à 2012. Et puis j'ai fait un zoom sur votre belle région. Vous voyez que finalement, il n'y a pas que les métropoles qui ont des évolutions positives, hein. C'est même, quand on regarde la carte de France, c'est même probablement la région de France, le quart ouest, là, qui est où on a finalement la croissance la mieux répartie entre les métropoles et les villes moyennes. François Culand regarde Brest sur cette carte, bien sûr. Oui, voilà, mais vous voyez qu'il y en a aussi pas mal dans les villes moyennes. Alors ensuite, dernier point, général, un peu, je pense qu'il faut faire très attention aux mots. Moi, je bannis de mon vocabulaire maintenant le mot redistribution. Beaucoup d'entre vous connaissent les travaux de Laurent Davies. D'ailleurs, lui-même ne parle pas de redistribution, on parle de circulation des flux. Mais si on prend par exemple cet exemple des navetteurs autour de Lyon, de la métropole de Lyon, Laurent Davies a calculé que les salaires correspondant à ces 27% de personnes qui travaillent à Lyon et qui n'y habitent pas, ça représente l'équivalent des salaires de la Haute-Savoie. C'est évidemment énorme, mais est-ce que c'est de la redistribution? Non, ça veut dire simplement qu'on n'a pas pris la métropole quelque part à sa vraie échelle fonctionnelle. Si on considérait que tout ça est intégré, que ces navetteurs, ils habitent dans la métropole, parce que de fait, ils habitent dans la métropole, eh bien, il y aurait pas on ne parlerait pas de redistribution, on parlerait d'un système. Par ailleurs, évidemment, il faut également peut-être avoir une vision symétrique des choses. Par exemple, on parle des flux financiers, mais on parle assez rarement des flux humains. Et si on prend l'Île-de-France, par exemple, c'est vrai que Jacques Lévy nous l'a encore rappelé ce matin, il y a une forme de redistribution très importante, mais en même temps, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des flux inverses de ressources humaines qui viennent à Paris, en région parisienne, au moins temporairement, parce que beaucoup d'entre eux aujourd'hui repartent après l'arrivée du premier enfant, parce que c'est tellement plus agréable de vivre, de se loger à Nantes, à Toulouse ou à Bordeaux qu'en Île-de-France. Et encore plus à la Méniane. Voilà. Alors ça, c'était 2-3 remarques préalables. Ça ne veut pas dire que les métropoles ne jouent pas un rôle, ça n'infirme rien, cette idée que les métropoles jouent un rôle moteur, mais il faut souligner la grande diversité des trajectoires et évidemment répéter inlassablement que tous les territoires, ça a été dit par Jacques Lévy ce matin, tous les territoires, je pense aujourd'hui, ont véritablement leur chance. J'ai mis une référence à un petit livre que vient de publier un collègue de Poitiers que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Bouba Olga, qui est un très bon petit livre qui rappelle ça. Mais je voulais vous dire, si j'ai quelques minutes, quelques mots du nouveau contexte économique général que moi j'appelle hyper-industriel, d'un nom un peu barbare, et qui pourrait avoir quand même des implications assez fortes sur les complémentarités territoriales. On nous parle sans arrêt de post-industriel, on nous parle de désindustrialisation. Tout ça a fini par faire croire à la majorité des Français que l'industrie était une chose du passé, que maintenant on allait tous vivre de tertiaire, d'immatériel, etc. Ça, c'est une illusion extrêmement grave. Et je pense que peu de nos concitoyens ont conscience de l'espèce de révolution magnifique qui est en train de s'opérer dans le monde industriel, qui se modernise à toute vitesse. Pas tout le monde, malheureusement, mais hier, j'ai déjeuné avec un jeune ingénieur qui me disait à quel point il était content d'arriver dans l'industrie aujourd'hui, ce qui est un peu paradoxal quand on entend tout ce discours noir sur la désindustrialisation, etc. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais je pense qu'on est en train de vivre une nouvelle époque où l'industrie, effectivement, va continuer à créer peu d'emplois, mais va être plus que jamais au cœur de la dynamique économique. C'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire ce n'est pas beaucoup d'emplois, mais c'est le cœur de la dynamique économique. Et d'ailleurs, les territoires qui sont des villes moyennes dont vous avez parlé, ce sont des terreaux industriels. Absolument, j'ai un ou deux slides après là-dessus. Bon, qu'est-ce qui caractérise ce nouveau monde? D'abord, l'intégration extrêmement forte en industrie et services, au point que ça devient artificiel de parler de la distinction entre l'industrie et les services. Si on regarde les chaînes de valeur, on voit qu'une grande partie des services, en fait, ne vivent que parce qu'ils rendent des services à l'industrie. Voilà, et même ce slide est illisible, peu importe, mais dans nos exportations de biens manufacturés, il y a une part très importante, environ pas loin de 40%, qui sont en fait des services incorporés. Donc c'est notre compétitivité, même internationale, c'est pas seulement celle du manufacturier, c'est celle d'un mix du manufacturier et des services.
Le deuxième aspect, c'est que l'industrie devient servicielle, c'est-à-dire que tendanciellement, on ne vend plus des objets, simplement, on ne consomme pas des objets, mais on consomme des usages supportés par ces objets, ce qui est très, très, très différent. J'ai mis la citation, je crois que c'est le patron de BMW qui disait ça, la mobilité est un besoin humain fondamental, l'industrie automobile, non. Et l'industrie automobile, elle va être de plus en plus amenée, avec l'évolution des modes de vie des jeunes, etc., à vendre du service plutôt que simplement des bagnoles. Donc ça, c'est très très important. Pourquoi? Du point de vue territorial, parce que, au fond, je me disais, cette complémentarité, imbrication entre l'industrie et les services, j'en viens à votre remarque d'ailleurs, c'est aussi la complémentarité entre les zones urbaines et les zones rurales. Les zones peu denses plutôt que rurales d'ailleurs. Pourquoi? Parce que les emplois de services, ils ont tendance à se concentrer dans les villes, pour des raisons qu'on peut comprendre, et qu'aujourd'hui l'industrie, elle est très largement périphérique, mais elle peut revenir d'ailleurs dans les périphéries immédiates, voire parfois au cœur des villes. Par exemple, on pourrait imaginer donc des formes de complémentarité locale qui aujourd'hui sont assez peu exploitées. Vous avez par exemple beaucoup de start-up dans les bouillons de culture des grandes villes, des tas de jeunes qui veulent créer des choses. Eh bien, peut-être qu'on pourrait les mettre davantage en contact avec les industries qui sont dans les territoires environnants, ce qui se fait assez peu, plutôt que de simplement réinventer la énième version de la livraison de pizza. Bon. Je note au passage, je ne sais pas si vous le savez, que la France a arrêté de perdre des usines. En 2016, on était à égalité, autant d'usines fermées que d'usines ouvertes. Cette année, sur les 6 premiers mois, on a ouvert plus d'usines qu'on en a fermées. Alors, il faut bien voir que ce sont des usines toutes petites, en effectif. Ah oui. Pas forcément en capital, parce que c'est très, très, très automatisé. Mais ce sont des foyers de compétences et des foyers de technologie extrêmement importants. La taille moyenne aujourd'hui d'une création d'unités industrielles, c'est de l'ordre d'entre 20 et 30 salariés. Mais c'est très très important. Et puis elles sont appelées à grandir. Elles sont appelées à grandir, pas toujours, pas forcément, mais surtout elles sont appelées à se mettre en réseau. Alors je donne quelques chiffres, ça je vais passer pour ne pas être trop long, mais vous voyez, ça c'est ce que je vous disais à l'instant. Quand on fait le solde, et ça se crée où? Essentiellement dans les villes moyennes et dans les zones rurales, mais aussi de plus en plus dans les périphéries des villes. Donc voilà. Deuxième point, rassurez-vous, j'ai bientôt fini. La nouveauté dont on nous parle beaucoup, ce n'est pas tellement la robotisation, qui n'est jamais que la continuation de l'automatisation. Au fond, c'est un trend extrêmement continu. C'est la connectivité. C'est là que le numérique, mais pas seulement d'ailleurs, change vraiment les choses. C'est la mise en réseau. Et aujourd'hui, une usine ou un site industriel, d'ailleurs, ça peut être aussi des sites de conception. Il y a plus de gens souvent aujourd'hui dans la conception que dans les usines. Ce sont aujourd'hui des nœuds de réseau. Et ce sont des nœuds de réseau qui acquièrent une forme d'autonomie. J'étais très intéressé, par exemple, par ce qui s'est passé à Bosch, chez Bosch, à Caen, dans l'usine de Mondeville, que je connais depuis longtemps, qui était vraiment très, très intégrée verticalement dans le groupe Bosch, qui est très hiérarchique, et qui a récupéré une forme d'autonomie stratégique en développant ses propres marchés, en mettant à disposition des équipements électroniques. Et par exemple, c'est eux qui font les tests et même une partie de la fabrication pour De Vialet, vous savez, la boîte française qui est en train de révolutionner l'acoustique. Voilà. Mais ils font ça aussi pour Sigfox, enfin pour d'autres choses. Ça, c'est très nouveau parce que ça veut dire que les sites industriels, aujourd'hui, il faut les considérer comme des pôles de compétences et des ressources qui peuvent être aussi au service du territoire, même dans un sens élargi. J'ai cité aussi Hollande à Angers, que vous connaissez bien. Ce slide est volontairement incompréhensible. C'est pour vous dire que justement aujourd'hui, on n'est plus dans ce monde extrêmement divisé où il y a les usines d'un côté, le service de l'autre, la R&D, tout ça intégré hiérarchiquement. On est dans des systèmes en réseau assez complexes, extrêmement variables, à géométrie très très variable, et qui font que c'est la qualité de ce réseau, au fond, qui va faire la différence. C'est ce que certains appelaient la compétitivité relationnelle des territoires, parce que tout ça a tendance à se resserrer quand même. Dernier point, et vraiment dernier point, je pense qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle phase de la mondialisation. Certains disent on est dans la démondialisation, parce que c'est vrai que les chiffres du commerce extérieur, par exemple, maintenant croissent moins vite que le PIB mondial. La phase actuelle, vous la connaissez, c'est des chaînes de valeur extrêmement étendues, fragmentées, avec la circulation des composants physiques qui jouent un rôle majeur, le transport maritime à longue distance,
Ça, c'est le port de Rotterdam avec les containers. Vous auriez pu prendre Saint-Nazaire. Hein. On aurait pu... non, parce qu'il y a moins de containers quand même. Il y a beaucoup moins de containers à Saint-Nazaire qu'à Rotterdam. Malheureusement. Même au Havre, il y en a beaucoup moins, malheureusement. Bon. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ces échanges de biens, ils ont tendance à se stabiliser, mais qu'en revanche, on a une explosion des échanges informationnels et une forte croissance des services. Ça veut dire que derrière ça, je pense qu'il y a des facteurs assez profonds qu'on voit émerger dans le monde industriel d'une forme de retour au local. Alors attention, ce n'est pas les circuits courts, ultra courts, l'autonomie dont on nous parle parfois. Ça joue aussi. Mais c'est... parmi les facteurs, il y a d'abord la robotisation elle-même. Hein. On cite beaucoup l'exemple, par exemple, d'Adidas qui a ramené en Allemagne du Sud des usines de fabrication de chaussures grâce à une automatisation extrêmement poussée. Le textile habillement est en train de vivre une mutation mondiale parce que c'était typiquement l'industrie de main-d'œuvre. Aujourd'hui, on sait faire par des machines, donc ça revient dans les pays développés, plus proche des marchés. Et puis, bien sûr, vous avez les régulations qui ne sont pas du tout homogènes au niveau mondial, les risques protectionnistes, etc. Et donc, on arrive à ça, c'est-à-dire un nouveau stade où on a une articulation du global, mais sous des formes nouvelles, et du local, le local se renforçant très fortement, avec des systèmes productifs plus proches des marchés, hein, vous voyez, des grandes firmes qui vont continuer à coordonner ça à l'échelle mondiale, mais en recentrant la production, je pense. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle, je pense, pour l'industrie chez nous, dans les pays développés. Et puis, il y a des systèmes hiérarchiques. On peut avoir des grandes plateformes de production de masse qui, ensuite, de la différenciation, de la customisation proche des marchés finaux. Et puis, les makers, l'artisanat numérique, l'imprimante 3D, tout ce que vous connaissez, les Fab Labs, tout ça qui peuvent se développer. Donc je pense qu'il y a énormément d'opportunités à saisir dans la complémentarité métropole-zone peu dense. Et le dernier point que je ne développerai pas, parce que j'ai déjà été trop long et ça a été évoqué ce matin, c'est tout le domaine de la transition écologique et énergétique, où là, à l'évidence, on a en complémentarité énergétique, par exemple, des systèmes énergétiques, énormément de complémentarité technique, fonctionnelle, économique, culturelle à établir entre les zones dites périphériques, mais il faut tuer ce mot-là aussi, et les zones métropolitaines denses. Voilà, pardon d'avoir été un peu lent. Non, mais c'était nécessaire. Merci Pierre Vels d'avoir élargi justement notre horizon et de nous montrer que, bon, déjà, vous l'avez dit, hein, de ne pas s'arrêter aux frontières métropolitaines, de voir quels sont aujourd'hui les moteurs du développement, le rôle de l'industrie dans la création de richesses sur les territoires, et puis cette mise en réseau de l'économie qui concerne aussi, alors là, typiquement les pôles métropolitains, hein, comment on organise ces réseaux, ces complémentarités. Et justement, on va commencer le tour de table avec vous, Philippe Retailleau, parce que dans votre petite commune, puisque c'est même devenu maintenant, vous êtes maire délégué, hein, La Méniane, c'est 2300 habitants, c'est à l'intérieur de la communauté urbaine, donc Angers-Loire Métropole. Et eh bien, vous vous dites, nous, on veut s'associer au projet Angers French Tech. Et vous en avez parlé au président, à Christophe Béchu, le président d'Angers-Loire Métropole. Et depuis maintenant un an, en avril 2016, vous avez signé un contrat avec Angers-Loire Métropole pour être acteur de cette French Tech angevine. Racontez-nous. Merci. Donc effectivement... On a pris... Pour les présentations, je rappelle que vous êtes dans un peu la deuxième couronne hein, d'Angers. Hein, et donc, vous êtes marié avec deux autres communes. Trois autres communes. Donc, voilà, La Méniane, à l'origine, 2300 habitants. En janvier 2016, nous nous sommes regroupés en commune nouvelle avec trois autres communes. Donc, le Plessis-Massé, il y a environ 1200-1300 habitants. La Membrol, avec 2000 habitants. Une petite commune Pruyé de 700 habitants. Voilà, et ces petites communes, et en particulier la vôtre, La Méniane, disent nous, on veut être dans Angers French Tech. Donc, notre but était comment accompagner Angers French Tech. En fait, comment nous, en tant que petite commune, on peut s'investir aussi auprès de l'agglomération. Donc, on a eu cette idée avec les élus. On a monté un projet. On l'a présenté au président d'Angers-Loire Métropole, Christophe Béchu, et qui a été très à l'écoute, qui est très ouvert et nous a dit c'est une idée géniale d'avoir un territoire d'expérimentation en milieu rural.
Alors vous êtes devenu un laboratoire d'expérimentation, c'est devenu un territoire numérique dans la French Tech angevine et ça passe par exemple de travail entre les agriculteurs et des exploitants de drones, de nouvelles applications par exemple. Ça c'est un exemple, c'est celui qui fonctionne le mieux aujourd'hui, on va dire. Avant de s'engager dans cette démarche, nous avons rencontré, nous élus, les agriculteurs. Nous avons un milieu très agricole, avec notamment une CUMA regroupant plus de 50 sièges d'exploitation et plus de 80 agriculteurs. Donc nous les avons rencontrés, on leur a proposé le projet. Et il y a une petite équipe qui s'est constituée au sein des agriculteurs et ils ont dit « Ok, on y va, on est avec vous, on suit la commune ». Et ensuite, avec Aldev, Angers-Loire Métropole, ça permet aussi d'avoir ce territoire expérimental en milieu rural et notamment une entreprise qui a fini par venir s'installer dans la région angevine parce qu'on avait lancé ce mouvement. Ils avaient déjà ce territoire d'expérimentation. Ils avaient déjà des acteurs qui étaient mobilisés, tant au niveau élu qu'au niveau de nos agriculteurs. Aujourd'hui, ils font des expérimentations sur notre commune en échange avec les agriculteurs. Là, en l'occurrence, il y a des survols avec des drones où ils font un certain nombre d'analyses. Nos agriculteurs, ils y passent un petit peu de temps, mais c'est un engagement entre eux et cette entreprise. L'entreprise, elle ne demande pas de financement en échange vis-à-vis des agriculteurs et nos agriculteurs profitent aussi de cette avancée technologique liée à ces survols de drones. Ce travail de laboratoire, d'expérimentation, ça passe aussi par le foyer logement, l'EHPAD, avec les personnes âgées, où là aussi il est plus facile de travailler sur une petite structure comme la vôtre. Voilà, donc au niveau du foyer logement, on est tous confrontés à la même chose, c'est la surveillance de nos aînés, notamment avec des systèmes d'appel malade, où là on a pu rencontrer deux entreprises. Une où malheureusement le projet a avorté, on n'a pas pu aller au bout de la démarche, et une autre où aujourd'hui on est en plein dans cette démarche et on travaille sur un sujet évolutif. Et écoutez bien, le maire délégué de la Méniane, 2300 habitants, il dit « Moi je suis dans la Smart City et je construis la Smart City ». Alors la Smart City, ça c'est tout ce qui est au niveau aménagement, centre-bourg, puisqu'on a aussi un grand projet de rénover notre centre-bourg qui n'a jamais été fait depuis X années. Donc dans cette rénovation, réorganisation, l'idée est vraiment de développer et de travailler avec de nouvelles technologies, notamment sur l'éclairage, notamment sur du stationnement provisoire, vraiment conserver le stationnement vraiment pour les commerces et éviter d'avoir des véhicules toute la journée. Et alors ce qui est intéressant, c'est dans ce projet donc, que vous avez porté, ça a été la contractualisation que vous évoquiez tout à l'heure avec la communauté urbaine, avec Angers-Loire Métropole. On y reviendra peut-être tout à l'heure, on va continuer le tour de table. Quand on parle de coopération, eh bien c'est intéressant de donner la parole à ceux qui sont des acteurs de la coopération. Coopérative très importante qui est celle à laquelle vous appartenez. Son nom, c'est Terrena. C'est combien d'agriculteurs regroupés Donc Terrena, c'est 20 000 adhérents, donc regroupés sur un territoire qui reprend les départements de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, de Sèvres, et qui font des productions qui sont très diverses, puisqu'on va du maraîchage aux productions animales, en passant par les grandes cultures. Et donc vous êtes responsable d'innovation d'une filière, hein, c'est la volaille, et c'est Galliance. Peut-être donnez-nous quelques marques pour qu'on puisse vous situer et qu'on comprenne qui est derrière ce grand mouvement coopératif. Alors les marques que vous allez le plus connaître, ça va être la marque Douce France, la marque Père Dodu. Et la marque qui me tient le plus à cœur, c'est celle qu'on a lancée cet hiver, qui s'appelle La Nouvelle Agriculture, et qui est une marque de territoire, donc qui me paraît particulièrement intéressante aujourd'hui, puisque c'est une marque
qui appartient aux agriculteurs. Donc si vous achetez la Nouvelle Agriculture, vous savez que ça vient de notre territoire. Et alors justement, ce qui est intéressant avec cette marque, c'est qu'elle promeut, alors on n'est pas dans le circuit court de l'immédiateté, mais elle promeut des productions locales par rapport à un marché national. Tout à fait. En fait, Terrena, quand on dit que c'est une coopérative agricole, ça veut dire que c'est une entreprise qui est dirigée par des agriculteurs. Ce sont vraiment eux les décideurs. Et quand on parle, j'ai beaucoup entendu parler aujourd'hui de métropole versus rural. Il faut voir que quand on dit, voilà, les consommateurs ont des attentes par rapport au territoire, par rapport à ce qu'on fait, les territoires ont des attentes aussi, ont des envies. Et chez Terrena, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2009, il y avait une question sociétale qui était hyper importante, qui était les OGM. Et nos agriculteurs ont dit, on ne veut pas attendre, on veut s'en saisir, on veut discuter et on veut décider nous-mêmes de ce qu'on va faire de l'avenir. Donc on a ce qu'on appelle l'animation coopérative, on a en continu des groupes de travail avec nos adhérents, des réunions de parole. Et là, on a fait tout un cycle autour de cette question de quel est l'avenir de l'agriculture, qu'est-ce que vous voulez produire demain dans la coopérative Terrena. Et on est allé vers un modèle de production qui s'appelle, en termes très techniques, l'agriculture écologiquement intensive, mais qui est une branche de l'agroécologie que vous connaissez sans doute mieux. Donc vers une réduction des intrants chimiques, vers une écologisation de la production, donc qui a amené à un refus des OGM. Et ça, c'est aussi des choses qui sont très lentes, parce qu'on parle de production agricole. Si vous faites des expérimentations agricoles, vous savez qu'on ne produit pas une vache en 2 jours. Donc aujourd'hui, 8 ans après, on a des solutions qu'on propose à nos agriculteurs et on a cette marque qui est l'aboutissement parce que finalement, c'est l'envoi des territoires, des agriculteurs vers le consommateur et vers les métropoles, quelque part. Voilà, quand on parle du dialogue des territoires, eh bien, il s'inscrit comme ça pour ce secteur, pour cette filière, avec parfois aussi les métropoles comme grand donneur d'ordre pour leurs besoins internes. Quand on préparait le débat, vous m'avez cité cet exemple des pintades qui est impressionnant. Racontez-nous ça. Je l'ai déjà cité dans l'atelier précédent. Ah bon, alors, pour ceux qui n'étaient pas dans l'atelier, rapidement alors, on va leur dire que quand les cantines de Nantes mettent au menu des pintades, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Donc, le chiffre a été cité tout à l'heure, je l'ai écorché, donc là je l'ai bien, c'est 14 000 repas. Ça, c'est les cantines scolaires de Nantes. Et nous, les producteurs de pintades, c'est 567 producteurs. Donc, on est ravis que les enfants nantais mangent des pintades. Surtout, il faut continuer. Mais je donnais cet exemple-là pour dire que nous, un planning de pintades, donc les pintades qu'on va vendre aujourd'hui, ça fait 26 semaines qu'on a décidé de les vendre. Parce qu'il faut le temps de produire un œuf, ensuite de produire une pintade. Donc, ça ne se fait pas en 2 jours. Donc, les échanges... j'avais cité cet exemple-là aussi pour montrer l'importance du dialogue et d'expliquer ce que nous on fait et que le déséquilibre de taille, quand on citait les créations d'emplois, évidemment, quand Nantes fait quelque chose et quand Ancenis fait quelque chose, ça n'a pas le même impact. Donc... Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on voit que ces enjeux alimentaires deviennent centraux pour les populations urbaines et rurales. On va continuer le tour de table avec quelqu'un qui sait ce que c'est que la coopération et qui est François Cuyandre, président de Brest Métropole. Ça fait partie de la culture brestoise, justement, vous me disiez, la coopération. Déjà parce que, avant d'être métropole, vous avez été dans les premières générations de communautés urbaines. Oui, mais au-delà de Brest, et je rebondis sur ce qui vient d'être dit, la Bretagne a globalement une habitude de coopération dans le domaine agricole, dans le domaine de la pêche, de la mer, et parfois avec des aboutissements assez intéressants. Hein. La Brittany Ferries, qui est la première compagnie maritime française, a une origine agricole, et d'ailleurs le président français d'Armateurs de France est producteur d'endives dans le Nord Finistère. Alors je vais répondre quand même Mais ce qui est évident justement, c'est que cette culture de coopération, elle irrigue aussi votre culture politique. C'est aussi tout à fait une habitude territoriale. La communauté urbaine de Brest a été créée en 1974. Ça a été une des premières créées de manière volontaire, puisque la loi de 66, créant les communautés urbaines, a créé d'autorité 4 grandes communautés urbaines, de mémoire Lille, Strasbourg, Lyon et Bordeaux.
Marseille n'en faisait pas partie, je ne sais pas pourquoi. Paris, je le sais. Gaston Defferre n'en voulait pas. Hein. Voilà, vous avez trouvé la réponse. Et nous, on a été, avec Dunkerque, avec Arras, une des premières communautés urbaines créées par la volonté des élus. Mais le problème, c'est, j'ai l'habitude de le dire, on a sans doute eu raison trop tôt. On a créé une petite communauté urbaine, 8 communes, 225 000 habitants. Et cette habitude de coopération territoriale a fait que, dès la loi de 1992, créant les communautés de communes, très rapidement, tout le territoire du Nord Finistère s'est couvert de communautés de communes. Et donc ces limites qui sont un peu trop étroites aujourd'hui, Voilà, elles vous obligent à des solidarités plus larges? On a essayé d'avancer tout de même. On a créé un pôle, ce qui est devenu ensuite un pôle métropolitain du Pays de Brest que je préside. C'est aujourd'hui 6 intercommunalités. La métropole plus 6 intercommunalités, ça correspond à peu près au territoire du Pays de Brest, à l'aire urbaine, 400 et quelques mille habitants avec l'entrée de Châteaulin, mais des compétences qui restent limitées. Alors, il y a une compétence importante, c'est le schéma de cohérence territoriale que nous sommes en train de réviser. Mais ensuite, le territoire, ce pôle métropolitain, c'est plus une instance de dialogue, de discussion qu'une instance réelle de décision. Et ce que nous avons engagé en réflexion, et j'espère que ça débouchera sur de l'action, c'est de se poser la question de savoir si demain, le territoire de la métropole ne devrait pas être équivalent au territoire du pôle métropolitain. Mais c'est un vaste combat qui n'a pas été mené malheureusement par l'État lorsque les schémas départementaux de coopération intercommunale ont été menés. Dans le Finistère, ça n'a pas beaucoup bougé. Ça a beaucoup bougé dans d'autres départements. Je pense par exemple aux Côtes-d'Armor. Chez nous, c'est resté un peu lettre morte. Donc il faut reprendre avec la forte volonté des élus. Et là, c'est quelque chose justement qu'on n'a peut-être pas assez développé tout au long de la journée. C'est ces différentes échelles dans la construction de pôles métropolitains qui ressort très bien dans le bouquin qui a été présenté à midi là, sur les pôles métropolitains accélérateurs de coopération territoriale. C'est que vous avez, vous, une double appartenance avec un pôle métropolitain de proximité, de service, et puis il y a le pôle métropolitain celui qui nous réunit ici aujourd'hui. Voilà. Alors, ce qu'on écoutait aujourd'hui, et on a entendu parler de votre territoire ce matin, parce que vous avez été les premiers à expérimenter un contrat de réciprocité avec le pays Centre-Ouest-Bretagne, et on a vu que concrètement, c'était quelque chose qui avait permis des réalisations. Alors, le processus a été enclenché avant d'ailleurs, et de manière un peu étonnante ou bizarre comme vous voudrez. Le CHRU de Brest a été amené à intervenir pour sauver l'hôpital de Carhaix. On est à la fin des années 2000, et l'hôpital de Carhaix se trouve en situation extrêmement délicate. La RH de l'époque envisage très sérieusement de fermer l'hôpital, avec un dossier important qui est celui de la maternité. Et à Brest, on s'est dit, dans CHRU, il y a certes U, c'est-à-dire universitaire, mais il y a aussi R, c'est-à-dire régional. Donc comment le CHRU de Brest ne laisse pas tomber l'hôpital de Carhaix, qui est distant d'une heure et quelques de Brest, et même distance de Quimper. Et donc processus que nous avons engagé et qui a abouti à la fusion. Donc aujourd'hui, je suis président du conseil de surveillance du CHU de Brest. Carré. Et on voit que c'est quelque chose qui a bien évolué, puisqu'on évoquait ce matin un IRM mobile à Carré et d'autres réalisations. Alors là, et donc c'est tout normalement que nous avons répondu à l'appel à projet de l'État sur ce contrat de réciprocité que nous avons signé il y a à peu près un an, avec des perspectives en matière d'éducation, de culture, d'animation, d'ingénierie, etc. Alors c'est pas facile toujours, mais je crois qu'il faut s'y atteler, et ça montre aussi la solidarité entre la métropole et les territoires plus ruraux. Notre conception de la métropole, c'est pas une métropole qui assèche, mais une métropole qui irrigue. Alors, ce qu'on a évoqué justement avec vos collègues qui sont issus des territoires ruraux, qu'il s'agisse de Raymond-Val pour les portes de Gascogne et puis les logiques de projets de pays, ou votre collègue de Centre-Ouest Bretagne, c'est qu'eux, ils ont besoin d'ingénierie. Ils disent, le rapport, il est un peu inégal parce que pour monter des projets, on a besoin de cette ingénierie.
Oui, tout à fait. L'ingénierie de l'État a disparu hein, dans le cadre de la RGPP, hein, ce qui était autrefois, par exemple, l'administration de la DDE ou de la DDA. Les conseils départementaux soumis à des contraintes financières n'ont pas forcément les moyens de les développer. Cette ingénierie est souvent très, très présente. Mais vous les avez, les moyens, dans les vous avez métropoles. l'agence d'urbanisme Voilà, et autres. Donc tous ces outils, on a essayé de les mutualiser. Hein. L'agence d'urbanisme créée à l'origine par la communauté urbaine et aujourd'hui l'agence d'urbanisme du Pays de Brest. On a d'autres structures qui dépassent, j'allais dire, les frontières. Ce n'est pas des frontières, ce sont des limites administratives de nos territoires. Je pense que ceci est indispensable, avec quand même la contrainte financière, la limite financière qui Et là, on est sur nôtre. un sujet d'actualité. Hein, complètement d'actualité. On parle des 13 voilà, milliards. donc comment on mutualise, mais pas forcément uniquement en sens unique. J'oublie pas que dans le contrat de réciprocité, il y a contrat, mais aussi réciprocité. Alors, on va voir comment elle se met en œuvre, cette réciprocité. Et on va aller un peu plus à l'est, dans le pôle métropolitain, à Angers, avec vous, Roselyne, bienvenue. Vous en êtes la première vice-présidente d'Angers Loire Métropole, en charge des coopérations. Hein, et vous êtes également conseillère régionale. Ça sera intéressant d'avoir votre regard. Vous disiez, quand on échangeait pour préparer le débat, moi, je vois le territoire en 5 dimensions. C'est quoi ces dimensions ? Oui, c'est ça, en 5 dimensions. Et je mettais 2 niveaux, puisque quand je parlais des 5 dimensions, c'est la commune, l'intercommunalité qu'on nomme maintenant EPCI, le niveau pôle métropolitain. Nous avons, nous, un pôle métropolitain Loire-Angers qui fait à peu près la moitié de la population du département. Et je suis conseillère régionale et je siège aussi au pôle métropolitain Loire-Bretagne. Donc voilà mes 5 dimensions, mais ça n'aura échappé à personne que j'ai omis de citer le département et puis qu'au-dessus, il y a la maison mère, l'État. Et François Cueillant vient d'en parler. Cet État, il est toujours présent, mais il est peut-être de plus en plus... délégataire et de ce fait de moins en moins agissant sur nos territoires. Oui, cette vision-là, elle, moi, m'amène dans le débat et apporter ici à la réflexion le fait que quand on parle d'alliance territoriale, et je salue vraiment l'initiative du pôle métropolitain Loire-Bretagne pour ces 2 journées, une journée scientifique de recherche hier et aujourd'hui une journée d'échange de pratiques, de perspectives et puis de réflexion des opérateurs, parce que finalement, nous sommes en laboratoire, je le pense comme ça, dans la mesure où... Depuis mars 2014, cette date où finalement les communes ont été renouvelées, il y a eu un Big Bang législatif, de droit administratif. Je vais nommer les 2 gros cylindrés, la loi MAPTAM et la loi NOTRe. Et la loi NOTRe, voilà, qui n'était absolument pas envisagée par les candidats et leurs équipes en 2013, lorsque nous avons proposé à nos concitoyens d'agir pour leur territoire. Donc nous sommes mis à niveau, j'allais dire, tant bien que mal et plutôt avec efficacité de cette réforme territoriale. Néanmoins, pour nos concitoyens, c'est assez complexe et ça les intéresse que très peu. En revanche, ils ont bien conscience que leurs besoins, ils évoluent et que leurs manques, ils les identifient de manière très singulière. Quand on parle de transition énergétique, de l'équipement en fibre optique, d'accès à différents services, des liaisons ferroviaires, des liaisons aéroportuaires dans notre territoire sont des sujets qui nous intéressent et qui nous préoccupent. Les liaisons aéroportuaires, à Nantes, on a compris que c'était un sujet sensible. Oui, tout à fait. Alors voilà, nous parlons effectivement là d'une alliance de territoire, parce que c'est un sujet, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est évidemment médiatiquement bien reporté, mais nous avons, j'allais dire les élus, une concordance de vues, pas forcément une décision définitive et affinée, mais en tout état de cause, l'enjeu il est identifié et nous voulons gagner par rapport à un équipement transport, hein, c'est comme ça qu'il se nomme, mais qui pour autant a des enjeux à l'ouest de la France,
à l'ouest de l'Europe et en face les États-Unis. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, je digresse. Mais ce que vous dites par là, c'est que quelles que soient les politiques publiques, il y a la pression des habitants. Une réforme administrative qui s'est imposée, c'est votre nouveau terrain de jeu, votre nouveau cadre d'action, avec effectivement aujourd'hui des grandes intercommunalités qui se sont créées. Et donc, il faut jouer sur toutes ces échelles. Voilà, et quand on parle d'alliance, moi j'aime à proposer de mettre ce mot au pluriel. Et je suis assez séduite par l'idée de peut-être même de parler d'assemblage. Et je fais une analogie avec le vin. Parce que ça me séduit et je trouve qu'il faut aussi mettre un peu de légèreté dans cette histoire. Quand on boit un grand cru, en fait, il y a eu un assemblage extraordinaire. Bien sûr, c'était une grappe de raisin au commencement, il y a un cep et puis il y a le sous-sol, etc. Mais ça, c'est de l'agriculture ou de la viticulture, voyez-vous. Et quand on assemble les opérateurs, les acteurs, les experts, et vous voyez tout de suite la chaîne, je vous laisse continuer, et qu'on prend le temps, on a ce qu'on appelle un grand cru. Et ensuite, on dit, attention, il ne faut pas le boire comme ça à toute vitesse. Et quand ça marche très bien, on peut le garder longtemps, longtemps, longtemps. C'est-à-dire qu'en termes de service public, ça peut être réussi et durer longtemps, longtemps, longtemps. Alors, si, juste pour terminer, si on n'y prend pas garde, si on ne fait pas tout à fait comme il faut, s'il nous manque des acteurs, ça fait du vinaigre. C'est aussi utile pour cuisiner. Bon, alors retenir la leçon des vignerons angevins. Et vous nous disiez, bon, effectivement, la loi de réforme territoriale, les lois de réforme territoriale, elles sont toutes neuves. Il faut apprendre justement à mettre cela en œuvre et prendre le temps de se connaître et de se reconnaître, me disiez-vous, quand on préparait le débat. Oui, c'est cela, parce qu'on a toujours l'impression, les êtres humains, de vivre des révolutions. Nos prédécesseurs l'ont dit, nous le disons aussi. Mais pour le coup, c'est un peu le logiciel qui change. Et nos postures en tant qu'élus aujourd'hui, elles sont animées par des questions de stratégie et de politique qui sont assez différentes de ce qui se passait. On pourrait faire de l'histoire administrative, mais autrefois, parce que la rapidité des transports, la révolution industrielle, la capacité à communiquer très vite par Internet, etc. Moi, je regarde comme vous ce qui se passe, je vois en direct la réaction de la salle et de nos concitoyens. C'était invraisemblable il y a quelque temps encore. Et donc, aujourd'hui, je crois, moi, percevoir, mais ce n'est pas scientifique, que nous sommes encore empiriquement à l'œuvre et que nous devons aussi faire meilleure connaissance entre nous. Parce que quand nous portons candidat, c'est pour un territoire qui est encore, vous avez parlé tout à l'heure, François, de frontières, puis vous êtes ravisé en disant non, ce ne sont pas des frontières, mais vous voyez, il y a quand même quelque chose comme ça, et je vais aller jusqu'au clocher, ça vous dira quelque chose évidemment. Et donc on a comme ça dans l'inconscient collectif et dans notre matrice culturelle, quelque chose qui peut incidemment, voire invisiblement, nous empêcher d'aller vers ces alliances, parce que, voilà, le mot c'est... Il y a peut-être parfois des concurrences. Fabrice Roussel, hier soir, dans notre réunion avec les pôles métropolitains, disait on est peut-être parfois en concurrence. Alors je lui écoute, Fabrice, si tu veux, tu enlèves peut-être et tu enlèves parfois. Nous sommes en concurrence. Donc ça, il y a une réalité de concurrence, mais malgré ces concurrences ou à cause de ces concurrences, il faut trouver des interdépendances qui sont vécues de toute façon. Voilà, c'est là où j'en viens à dire il faut faire connaissance dans le sens politique et de la responsabilité et ne pas avoir peur de ce mot concurrence. Pour moi, c'est un mot très positif. Parce que j'ai une culture du sport très importante. Elle est maire adjointe au sport en Angers. Oui, et puis à la région également, et puis un parcours bénévole de 30 ans. C'est pas un problème, la concurrence. Moi, je la trouve très positive, elle est stimulante, elle est intelligente, et elle nous offre la possibilité d'aller chercher des arguments et de l'intelligence collective jusqu'au détail. Et ça, c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être dans le détail, mais parce que j'ai une formation de juriste, l'accessoire que le principal va trouver une plus-value. Et c'est en cela que je dis qu'il faut que nous fassions connaissance mieux, parce que ça passe par des êtres humains, même si les moyens techniques nous permettent d'avoir des visioconférences, etc. Moi, je suis encore adepte de la réunion où on se voit, où on se parle, où je vois quelqu'un réagir à côté de moi. Quand je regarde François, je vois s'il est d'accord, pas d'accord, si ça l'intéresse ou pas. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et puis c'est pareil pour Pierre et ainsi de suite pour chacun et chacune d'entre nous, parce que ça, c'est essentiel. Et pour s'allier, vous savez, il y a même un symbole, il faut passer un anneau.
Bon, je ne vais pas aller jusque-là, mais c'est de cet ordre-là. Ces alliances, elles nécessitent aussi qu'on ait cette relation de complicité. Ça, c'est essentiel. Et je ne crois pas qu'on soit encore historiquement arrivé, abouti à ce niveau-là. On n'y est pas encore, et aujourd'hui, on est même dans un moment d'actualité où on fait le reproche d'avoir, pour reprendre l'expression de François Cuillande, des métropoles qui assécheraient plutôt que des métropoles qui irriguent, malgré les gestes que vous portez sur les territoires. Donc, oui, comment on arrive à rompre avec ce regard qui est porté, surtout qui ne correspond pas à la réalité, et comment on crée cette interdépendance, comment on les fait vivre pour en faire des solidarités. Comment, pour reprendre votre métaphore sportive, on ne joue pas contre son camp. C'est ça. Moi, je n'ai pas la réponse à ça, mais à travers le témoignage de mon confrère, de la Méniane, on démontre par cette expérience que c'est possible de réussir à déconstruire, je choisis le terme, les représentations, je choisis le terme, qui peuvent aboutir à conclure assez rapidement et spontanément sur le fait que les petits territoires ou les territoires ruraux sont asséchés par les territoires urbains. C'est la représentation, elle existe depuis longtemps. Ça devient un stéréotype même. Exactement, stéréotype qui en fait nous empêche d'être dans la complicité et dans l'alliance. Et nous, pour traduire l'expérience, lorsque nous sommes arrivés donc en responsabilité, moi j'ai eu 2 chances. C'est que le président d'Angers-Loire Métropole, Christophe Béchu, que je vous prie de bien vouloir excuser aujourd'hui puisqu'il prépare le WEF, le World Electronic Forum, j'en dirai un mot tout de suite derrière, rapidement, eh bien, nous avons eu 2 grands projets dont j'ai eu la responsabilité, transformer l'agglomération en communauté urbaine et réécrire le projet de territoire. Je vais très très vite. Pourquoi c'est essentiel? Parce qu'on a changé la matrice ou le logiciel. Je ne dis pas que ce n'était pas bien avant, mais c'était inscrit dans l'histoire. Et donc, ce qui importait dans la transformation, c'était communauté. Et moi, j'ai été dans les 30 communes, je parle sous le gouvernement de mon collègue, pour parler de la transformation. Et toutes les communes rurales, sans exception, parce que le débat, il a réussi à être libre et ouvert, m'ont dit, Roselyne, c'est super sympa, donc quand ça commence comme ça, je sais qu'après, ça va taper, mais la grosse ville qui bouffe tout le monde, ça va bien. Donc on a travaillé là-dessus. Et en clair, c'était quoi? Ils n'entendaient pas communauté, mais ils entendaient urbaine. Et on a travaillé sur communauté. Quand on vit en communauté, il faut se dire bonjour le matin, il faut se dire peut-être au revoir le soir, mais enfin nous on rentre tard, hein, les gens des réunions. Il faut quand même de temps en temps se dire tiens, on partirait bien en vacances ensemble. Et puis parfois on se dit bah, tiens, ce coin du territoire, il mériterait qu'ensemble on ait un projet partagé. Voilà le mot communauté urbaine. Et donc on a arrêté un petit peu le projet de territoire pour finaliser, et on a voté à l'unanimité. Ensuite on a repris le projet de territoire dans lequel on a vraiment, après avoir fait infuser l'idée communauté, on a diffusé dans le projet de territoire 2015-2030 cette idée-là. Et la semaine dernière, je termine là, non, c'était lundi, on a eu une réunion des élus communautaires, il y avait 350 personnes, et on a fait un point à 1 an et demi du projet de territoire et de la communauté urbaine. Et on a révélé, tu étais encore, Philippe, de cela, ce qui avait été mis à l'œuvre pour faire communauté. Alors faire communauté, et ça c'est l'organisation des solidarités à l'intérieur de l'intercommunalité ou à l'intérieur de l'agglomération. Et puis il y a les solidarités qui se créent entre les territoires à l'échelle d'un pôle qui couvre 2 régions. Et puis là, je me tourne vers la conseillère régionale, parce que quand on organise, quand on fait des territoires de projets, aujourd'hui, dans le nouveau terrain de jeu qui est le vôtre, et vous évoquiez les lois NOTRe, il y a des schémas prescriptifs, il y a de la programmation. Comment ça s'articule, puisque les métropoles et les pôles métropolitains ne sont pas seuls au monde là-dedans? C'est tout à fait juste. Et en fait... Et est-ce que c'est antagoniste? Non, c'est pas antagoniste, c'est en fait, moi je trouve, l'outillage qui nous est offert pour que la loi qui nous a forcé un peu, parce que franchement, personne n'avait demandé de passer de 22 régions à 13 en métropole, 18 si nous prenons les territoires ultramarins. En revanche, c'est l'effet de la loi. Soit elle consolide une pratique, soit elle force à changer. Et on est plutôt dans le second schéma. Et
là, quand on parle, par exemple, de Stradet, quand on parle en infra de PCAET, et lorsque l'on traite des questions de transport ou encore de recherche, de formation supérieure et des universités, il est évident que ce n'est pas à l'échelle de la médiane, même si peut-être il y aura une conséquence, que ça se traite. Donc c'est pour ça que j'aime bien mettre un S, parce qu'au niveau du pôle métropolitain Loire-Bretagne, nous avons des préoccupations qui sont peut-être supra-territoriales, mais qui résonneront quand même à l'infra-territorial. Et donc la région, de ce point de vue, elle a un rôle à jouer, puisque effectivement la loi NOTRe nous l'a indiqué, et elle nous invite aussi à cet endroit à travailler avec les territoires qui composent bien évidemment les régions, mais les interrégions. Vous avez eu l'exemple tout à l'heure de la production avec Terna. Ben oui, on voit que c'est même pas un contour géographique qui soit administrativement existant. Vous êtes dans une zone, un bassin de production et d'action. Donc, si vous voulez, la région, elle doit avoir un rôle d'impulsion, de coordination, parfois de chef de fila, mais elle doit le faire avec les métropoles, elle doit le faire avec les EPCI, elle doit le faire au plus bas, au plus près des territoires et des concitoyens, avec les communes. On va ouvrir le débat avec vous et mettre un peu plus de lumière sur la salle, mais une réaction de Pierre Vels à ces paroles d'élu. Là, on est dans le millefeuille et pourtant, eh bien, on voit que les habitants, les acteurs ne connaissent pas les limites, ils ont des demandes. Il y a aussi des territoires qui ont besoin de passer les limites administratives, comme le disait François Cuyandre. Comment tout ça s'articule et quel regard vous portez sur ces cartes qui se chevauchent et parfois sont dans des oppositions? Je pense que c'est normal que quand on est élu, quand on est administrateur de collectivité, etc., on parle des institutions, mais c'est vrai que les gens, ils vivent pas forcément ça, quoi. Ils vivent transversalement à ça. Et parfois, on a l'impression qu'on est un peu quand même dans un débat très professionnel, quoi. Voilà, trop peut-être parfois. Moi, je crois que les institutions, c'est important, mais le plus important, c'est quand même la vision de la société qu'on veut porter. Et je pense qu'on est aujourd'hui dans une société de mobilité où finalement, j'allais dire, il n'y a pas de bon périmètre, mais en général, le bon périmètre, il est plus grand que celui qu'on a choisi, quoi, presque toujours. Hein. Ça fait 30 ans que je plaide pour que on considère que les zones peu denses, disons rurales ou peu denses, de manière générale, périphériques des grandes métropoles, soient inclus dans les périmètres métropolitains. Bon, c'est très difficile à faire, mais chaque fois qu'on trace cette frontière, on crée une complication de dialogue entre l'intérieur et l'extérieur de la frontière, quoi. Le maire de Saint-Nazaire ce matin a beaucoup utilisé le mot embarqué. Hein, ça m'a frappé. Alors c'est peut-être normal quand on est à Saint-Nazaire d'embarquer, mais c'est vrai que l'idée c'est quand même dans quelle barque on est, quoi. Et quand on réalise qu'au fond, finalement nos territoires ils sont presque toujours trop étriqués et que si on les regardait plus large, un certain nombre de problèmes ne se poseraient plus. On arriverait à cette solidarité, à cette vision commune. J'étais frappé aussi par ce qui a été dit ce matin sur Nuremberg, quoi. Bon, évidemment, les zones peu denses en Allemagne, ça n'a pas grand-chose à voir avec celles de la France. C'est très urbanisé partout. Il y a des usines partout, des industries qui sont bien considérées alors qu'elles ne le sont pas en France. Mais quand même, ce qui m'a frappé dans la réponse de la représentante de Nuremberg, c'est de dire le fait d'être urbain ou rural, c'est un non-sujet par rapport à notre affaire. C'est un non-sujet. En France, on a cette vieille opposition entre la ville et la campagne. Hein, les gens de la campagne se sentent méprisés par les gens de la ville depuis toujours. C'est plus le monde dans lequel on vit. La réalité, c'est plus ça. Les campagnes, les zones peu denses. Ouais. Aujourd'hui, vous avez des start-up, vous avez des gens qui vivent avec l'Internet, des gens qui vivent dans le monde. Ça bouge dans tous les sens. Vous avez des gens qui sont immobiles à l'intérieur des villes. Vous avez des gens qui sont mobiles dans les zones peu denses. Il faut qu'on arrive à casser cette idée qu'il y aurait au fond comme ça ces deux mondes qui s'observent. Et c'est vrai que la législation de ce point de vue-là, elle est positive. Hein. Je pense que la reconnaissance du fait métropolitain est, à mes yeux, une chose positive. Mais quelque part, maintenant, il faut qu'on passe à l'étape suivante.
parce que ça a un petit peu ossifié quand même cette opposition entre la métropole et le reste. Qui souhaite intervenir à ce moment de notre débat? Non? Il y a beaucoup débattu aujourd'hui. Peut-être alors revenir et pour conclure, parce que je vois l'heure qui tourne, avec vous François Cuyandre, hein, ce matin, le premier à prendre la parole, c'est un représentant du Conseil de développement de Brest et qui disait il ne faut pas oublier les autres acteurs que les élus locaux. Et quand à l'instant Pierre Vels nous dit c'est vrai que notre affaire elle est très professionnelle, peut-être un peu trop, comment on fait aussi pour impliquer tous les acteurs du territoire dans ces dynamiques, dans ces solidarités? Parce que c'est ça, quand on veut parler demain des interdépendances à construire, de mieux les vivre, c'est un gros enjeu pour vous. Alors, je n'étais pas là ce matin, j'avais quelques obligations à Brest, mais je connais bien le président du Conseil de développement, donc j'imagine ce qu'il a pu dire. Je crois que le rôle du Conseil de développement chez nous, qui est au niveau du pays, et pas de Brest Métropole, c'est un échelon important, ce sont des partenaires importants. J'aime pas trop d'ailleurs le terme société civile. On dit qu'ils font partie de la société civile, moi j'ai pas l'impression de faire partie de la société militaire. Voilà, on est des élus, et le Conseil de développement permet de réunir parfois d'ailleurs des anciens élus, des personnalités qualifiées, des chefs d'entreprise, des syndicalistes, etc. Et leur éclairage est toujours extrêmement intéressant, comme d'ailleurs dans nos villes, les conseils consultatifs de quartier. Donc il y a toute une synergie à mettre en place, et je crois que ces structures y contribuent largement. Après, pour rebondir peut-être sur la question que vous posiez, moi je crois beaucoup au principe de subsidiarité. Le citoyen, qui est aussi contribuable, et également électeur, se moque de savoir qui rend le service, quelle collectivité rend le service. Ce qu'il veut, c'est que le service soit rendu le meilleur possible, au moindre coût, parce qu'il est aussi contribuable. Et je pense qu'après, c'est aux collectivités territoriales de s'organiser de telle manière que ce service soit rendu dans des contraintes budgétaires qui sont de plus en plus difficiles. On parle de solidarité territoriale, les collectivités territoriales vont engager une discussion avec l'État. Comment on met en œuvre la demande de réduction de 13 milliards d'euros de nos budgets? A priori, ça reposera d'abord sur les grandes villes et les grandes agglomérations, les conseils départementaux et régionaux, mais nous avons quand même 35 000 communes, 2 000 intercommunalités, 100 départements et combien, 13 régions aujourd'hui. La note n'a pas bougé. Et donc il faut que chacun se mette autour de la table pour dire comment on fait. Ça ne peut pas... Les solidarités s'organisent aussi comme ça. Je le dirai au préfet la semaine prochaine, puisque la semaine d'après, nous sommes convoqués. C'est tout le monde qui doit mettre la main à la poche pour faire jouer cette solidarité. Étant entendu, vous l'avez dit, qu'il n'y a pas les grandes villes qui seraient riches et les petites communes qui seraient très pauvres. C'est beaucoup plus compliqué que ça, heureusement d'ailleurs. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et comme vous le disiez aussi, c'est la demande des habitants, des citoyens, en les qualifiant d'usagers, de contribuables, sur le court terme, avec la responsabilité pour vous de voir le long terme aussi de ces territoires, et d'où ces alliances et ces constructions. On arrive au terme de notre table ronde. Merci aux intervenantes et intervenants, que je vous demanderai d'applaudir.